Il a démonstrativement laissé 0 $ de pourboire et est parti sans se retourner. La serveuse, mère célibataire, avait déjà accepté l'humiliation, mais sous son assiette, elle a trouvé un message qu'il ne voulait montrer à personne. Ce qui y était écrit a bouleversé sa vie et a démasqué le milliardaire lui-même. Abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo. Le ticket glissa du plateau presque sans bruit et tomba sur le carrelage impeccablement lavé, face visible. Ce n'était pas une chute spectaculaire, plutôt un détail minuscule, mais il eut l'effet d'un coup sec porté en plein visage. La ligne noire, épaisse, tracée d'un geste décidé, barrait la case des pourboires, et à côté d'elle se tenait ce chiffre qui ressemblait à une gifle. 0. Pas peu. Pas presque rien. Un zéro net, assumé, froid. Pendant une fraction de seconde, la salle sembla suspendre sa respiration. Puis il y eut un léger raclement de gorge quelque part, un regard échangé entre deux serveurs, un souffle ironique à peine contenu. Le responsable de salle passa justement à ce moment-là, ralenti d'un pas, juste assez pour être certain qu'elle avait vu. Lauren Brooks se redressa aussitôt, comme si son corps avait appris depuis longtemps à réagir avant même que l'esprit ne le fasse. Elle ramassa le ticket, le glissa sous le plateau et força ses épaules à rester droite. Dans ce restaurant, la posture comptait presque autant que le service. Elle savait qu'ici, à la Maison Duval, chaque détail était observé, pesé, jugé. Le moindre signe de faiblesse se payait, parfois plus cher qu'une erreur de commande. Elle avait toujours eu l'impression d'être une intruse dans ce lieu. Une femme qui s'était trompée de porte et qui, par une étrange erreur, se retrouvait chaque soir plongée dans une vie qui n'était pas la sienne. Les nappes blanches parfaitement repassées, les verres étincelants alignés comme des soldats, les conversations feutrées sur des vins dont elle ne pouvait même pas prononcer les noms sans hésiter, tout cela formait un décor étranger, presque hostile. Lauren était veuve, mère célibataire, serveuse jusqu'à l'épuisement. Elle portait son uniforme comme une armure fragile, et derrière son sourire professionnel se cachaient des nuits sans sommeil et une peur constante de manquer. Dans la poche de son tablier, un papier froissé se rappelait sans cesse à elle. Elle le sentait contre sa cuisse à chaque pas, comme un rappel cruel. Un avertissement de la pharmacie, imprimé en rouge, indiquant que le délai était dépassé. Son fils Nat avait besoin de ses médicaments, et sans eux, ses crises d'asthme devenaient de plus en plus dangereuses. À cela s'ajoutait cette autre angoisse, plus lourde encore, celle que les médecins avaient évoquée à voix basse. Une malformation cardiaque, congénitale, qui nécessiterait bientôt une intervention. L'assurance couvrait une partie, mais le reste, ce reste immense, pesait entièrement sur ses épaules. Il y avait des chiffres qu'elle n'osait même plus écrire, de peur qu'ils ne deviennent réels. La soirée à la Maison Duval ressemblait à un marathon sans ligne d'arrivée. 12 heures debout, à courir d'une table à l'autre, à maintenir ce rythme imposé où l'on n'avait pas le droit de ralentir. Ici, le sourire était obligatoire, presque un élément du dress code au même titre que la chemise blanche et les chaussures noires qu'elle avait achetées en solde. Lauren avait appris à sourire sans y penser, à faire en sorte que ses yeux ne trahissent ni la fatigue ni la peur. Le responsable de salle, M. Kellogg, était passé maître dans l'art d'humilier sans hausser la voix. Un regard un peu trop long, une remarque apparemment anodine sur le fait qu'une serveuse devait paraître plus soignée, un soupir appuyé devant un retard minime. Il appréciait ceux qui restaient après le service sans être payés, ceux qui riaient à ses plaisanteries et faisaient semblant de ne pas regarder l'heure. Lauren ne pouvait pas se le permettre. Chaque soir, elle regardait la pendule en calculant son trajet en bus, en se demandant si elle arriverait à temps pour récupérer Nate chez la voisine. Cette contrainte la rendait difficile aux yeux de Kellogg, et elle le savait. C'est sans doute pour cela que la cabine VIP lui avait été attribuée. Lorsqu'elle avait entendu le nom du client, un frisson lui avait parcouru l'échine. Damian Crawford. Dans la ville, on parlait de lui comme d'une légende vivante. Milliardaire, fondateur d'un groupe technologique tentaculaire, homme réputé pour son exigence glaciale et son absence totale de pitié. Les autres serveuses n'avaient pas cherché à cacher leur soulagement lorsqu'elles avaient compris que ce ne serait pas elle qui s'en chargerait. Avec lui, disait-elle, il n'y avait jamais de pourboire, seulement des remarques acerbes et des plaintes.
Lorraine s'était approchée de la table en rassemblant tout ce qui lui restait de calme. Crawford ne perdit pas de temps en politesse. Ses demandes étaient précises, parfois absurdes. Une eau à une température exacte, une modification dans la présentation d'un plat pourtant standard, des questions si pointilleuses que la cuisine en venait à grincer des dents. Elle exécutait chaque requête sans discuter, avec cette exactitude presque mécanique qui lui avait permis de garder son emploi jusque-là. Ce n'était pas par désir de plaire, c'était par nécessité. À un moment, elle sentit son regard se poser sur elle, non pas comme celui d'un client observant son assiette, mais comme quelqu'un qui étudie un mécanisme. Il semblait suivre chacun de ses gestes, la manière dont elle portait le plateau, comment elle mémorisait les commandes sans les noter, comment elle se déplaçait dans le chaos de la salle sans jamais perdre le rythme. Lorraine eut l'impression d'être observée derrière une vitre invisible. Elle continua pourtant, refusant de se laisser déstabiliser. Elle n'était pas venue ici pour se raconter, ni pour inspirer la pitié. Elle devait simplement tenir. La fatigue finit cependant par laisser des traces, dans la tension de ses mouvements, dans la rigidité de ses épaules, dans ce regard qui trahissait trop de nuits passées à écouter la respiration sifflante de son fils. Elle sentait le poids de chaque heure accumulée, de chaque facture impayée, et malgré tout, elle se refusait à céder. Elle se répétait en silence qu'elle devait survivre à cette soirée comme à toutes les autres. Ce fut lors d'un bref échange, presque involontaire, que la fissure apparut. Lorraine évoqua son fils, sans entrer dans les détails, simplement pour expliquer pourquoi elle avait besoin de travailler autant, pourquoi chaque dollar comptait. Elle parla sans pathos, sans mise en scène, mais sa voix portait malgré elle une urgence. Crawford ne se radoucit pas. Au contraire, son expression se fit plus dure encore. Il parla de la faiblesse de ceux qui attendent la compassion, de l'erreur que représente l'espoir placé dans la bonté d'autrui. Ces mots frappèrent Naël Lorraine comme un verdict. Elle s'éloigna de la table, les larmes retenues par un effort presque douloureux. Puis il partit, rapidement, sans un regard en arrière, comme s'il n'avait jamais été là. Sur la table restait une assiette parfaitement nettoyée, une serviette pliée avec soin et la pochette contenant l'addition. Lorraine l'ouvrit en espérant malgré tout y trouver quelques billets, juste assez pour acheter des médicaments pour quelques jours. Ce fut le zéro. Elle commença à débarrasser, les dents serrées, décidée à avaler cette humiliation comme tant d'autres. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose sous la grande assiette décorative. Un rectangle blanc, fin, en papier épais, presque officiel. Ce n'était ni un billet, ni une enveloppe. Elle le prit et lut les quelques mots tracés d'une écriture assurée. « Si tu es vraiment prête à tout, viens. En dessous, un lieu, une heure. Un terminal de stockage près de l'eau, minuit. Et une condition. Venir seule. » Lorraine resta immobile un instant, le cœur battant. Tout en elle criait que c'était une mauvaise idée. Un piège peut-être. Une plaisanterie cruelle. Pourtant, l'image du papier rouge de la pharmacie lui revint, tout comme celle de Nat se réveillant en pleine nuit, cherchant de l'air. Dans son monde, la prudence signifiait souvent que rien ne changerait jamais. Si elle n'y allait pas, elle savait exactement ce qui l'attendait. Une autre nuit blanche, une autre facture, une autre peur. Lorsqu'elle quitta le restaurant, la ville semblait différente, plus froide. En rentrant chez elle, elle prépara le strict nécessaire, embrassa son fils endormi et confia son sort à la voisine pour quelques heures. En descendant dans la rue pour attraper le bus, elle sentit que quelque chose venait de basculer. Elle ne savait pas encore quoi. Seulement que le zéro inscrit sur ce ticket n'était peut-être pas la fin, mais le point à partir duquel tout allait commencer. La nuit avait recouvert Seattle d'un voile humide et silencieux lorsqu'elle descendit du second bus, bien trop loin de toute zone animée. Le vent venu de l'eau portait une odeur de sel et de métal, et le brouillard s'accrochait au lampadaire comme une respiration lourde. Lorraine resserra son manteau autour d'elle et avança à pied, ses pas résonnant faiblement sur l'asphalte. Chaque minute la rapprochait du lieu indiqué sur le papier blanc, et chaque minute lui donnait envie de faire demi-tour. Pourtant, à chaque hésitation, une image s'imposait à elle, plus forte que la peur, celle de son fils, endormi mais fragile, dépendant de médicaments qu'elle ne pouvait plus se permettre d'acheter indéfiniment au prix de l'angoisse. Le terminal de stockage se dressait devant elle comme un monde à part,
isolés du reste de la ville. Des rangées de hangars massifs se découpèrent dans la brume, leurs silhouettes sombres semblant absorber la lumière. Lorraine ralentit en apercevant une voiture aux vitres teintées à l'entrée du site. Le moteur tournait au ralenti, presque inaudible. Lorsqu'elle s'approcha, la vitre du côté conducteur s'abaissa légèrement, révélant le visage impassible d'un agent de sécurité. Il lui demanda son nom sans préambule. Elle le donna d'une voix qui tremblait à peine. L'homme consulta un écran, hocha la tête, puis lui indiqua l'entrée d'un geste bref. Ce simple mouvement suffit à lui donner la certitude troublante qu'on l'attendait. À l'intérieur, l'espace s'ouvrait sur un vaste hangar où des conteneurs s'alignaient en rang parfait, comme une armée figée. Au centre, un îlot de lumière découpait une scène presque irréelle. Une table pliante, 2 chaises, plusieurs dossiers soigneusement empilés. Assis là, les manches retroussées, Damian Crawford l'attendait. Il n'avait plus rien du client élégant du restaurant. Il semblait plus sobre, plus réel, mais son regard conservait cette froideur attentive qui l'avait tant déstabilisé plus tôt dans la soirée. Il ne lui demanda pas comment elle allait, ni si elle avait eu peur. Il se contenta de lui indiquer la chaise en face de lui. Lorraine s'assit, consciente que ce moment n'avait rien d'une rencontre improvisée. Tout était réglé, calculé, comme si cette scène avait été prévue depuis longtemps. Crawford prit la parole d'un ton égal, presque détaché, et lui expliqua ce qu'elle avait pressenti sans vouloir l'admettre. Le dîner au restaurant n'avait pas été un simple repas, mais une épreuve. Il parla de la pression, des exigences absurdes, de la manière dont il avait observé ses réactions. Il ne cherchait pas une serveuse parfaite, dit-il, mais quelqu'un capable de rester précis et lucide dans le chaos, quelqu'un qui ne cède ni à la flatterie ni à la plainte. Lorraine écoutait sans l'interrompre, partagée entre la colère et une étrange sensation de reconnaissance. Le zéro sur le ticket, la brutalité apparente, tout cela avait fait partie d'un scénario destiné à la pousser à bout, à voir ce qui resterait lorsqu'il n'y aurait plus rien à espérer. Puis il glissa les dossiers vers elle et aborda le véritable sujet. Son entreprise possédait une branche logistique immense, un réseau de transport et de stockage qui brassait des volumes colossaux de marchandises. Depuis des mois, expliqua-t-il, des pertes inexpliquées apparaissaient dans les comptes. Les auditeurs se concentraient que sur les chiffres, sur les flux financiers, mais lui sentait que quelque chose clochait ailleurs, dans la réalité concrète des opérations. Il soupçonnait une fuite, non pas spectaculaire, mais sournoise, étalée dans le temps, suffisamment discrète pour se fondre dans les marges d'erreur. Il posa alors les conditions, sans détour. Lorraine aurait 1 heure. Si elle parvenait à identifier l'origine de ces pertes, il s'engagerait à couvrir intégralement les frais médicaux de son fils, immédiatement. Si elle échouait, elle repartirait sans rien, et leurs chemins ne se croiseraient plus jamais. Elle ne demanda pas pourquoi il la choisissait, ni ce qui l'avait convaincu qu'elle était capable d'un tel travail. Elle n'en avait ni le luxe ni l'envie. Elle hocha simplement la tête et tira les dossiers vers elle. Les documents se succédaient, chargés de chiffres, de dates, de signatures. Lorraine commença par les classer instinctivement, comme elle l'aurait fait avec des commandes pendant un service bondé. Elle repéra les répétitions, les motifs qui revenaient trop souvent pour être le fruit du hasard. Ces années passées à gérer la complexité d'une salle pleine l'avaient entraînée à retenir des détails que d'autres ignoraient. Peu à peu, une anomalie se dessina. Sur plusieurs cargaisons de grande valeur, le poids enregistré semblait systématiquement inférieur à celui attendu. Rien de flagrant. Quelques pourcentages seulement, assez pour être attribués à des variations normales. Mais ces écarts se répétaient avec une régularité troublante. Elle compara alors les relevés manuels aux données issues des systèmes de pesée automatiques. Là où les machines indiquaient un chiffre précis, les documents officiels affichaient un poids légèrement réduit. La différence était faible, mais cumulée sur des dizaines de conteneurs, elle représentait des sommes énormes. Lorraine comprit que quelqu'un retirait une partie de la marchandise avant le scellage, puis ajustait les chiffres pour que tout paraisse cohérent. Ce n'était pas un vol grossier, mais une ponction méthodique. En suivant les signatures, elle arriva rapidement à un nom. Toujours le même. Un responsable du chargement sur le terminal. En levant les yeux vers Crawford, elle sentit la difficulté de ce qu'elle allait dire. L'homme en question n'était pas un simple employé. Il faisait partie de son entourage, lié par des liens familiaux. Lorraine exposa ses conclusions sans dramatiser, consciente que la vérité n'en serait pas moins violente.
Crawford se leva, parcourut les documents, vérifia certains points. Il resta silencieux un long moment, puis hocha lentement la tête. La logique était implacable. Sans un mot de plus, il prit un chéquier et écrivit une somme qui donna à Lorraine l'impression irréelle de lire un chiffre appartenant à un autre monde. Ce montant couvrait les médicaments, l'opération, la rééducation, tout ce qui jusque-là lui avait semblé inaccessible. Elle sentit ses mains trembler lorsqu'il lui tendit le chèque, mais elle se força à rester digne. Ce geste, aussi immense fut-il, n'était pas présenté comme une charité. Crawford ajouta alors une dernière chose. L'argent réglerait son problème immédiat, mais pas sa vie. Il lui proposa un poste au sein de son organisation, une formation, un salaire à la hauteur de ses compétences, un logement et une sécurité médicale pour son fils. Ce n'était pas une faveur, affirma-t-il, mais un contrat. Il avait besoin de quelqu'un capable de voir ce que d'autres ne voyaient pas, quelqu'un qui ne soit pas aveuglé par le pouvoir ou l'habitude. Lorraine comprit qu'en acceptant, elle entrerait dans un monde encore plus exigeant que celui de la restauration. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle entrevoyait une issue autre que la survie quotidienne. Lorsqu'elle quitta le hangar, le chèque soigneusement rangé dans son sac, le brouillard semblait moins oppressant. Elle savait que cette nuit n'était pas une parenthèse, mais un seuil. Derrière elle restait la serveuse humiliée par un zéro sur un ticket. Devant elle s'ouvrait un univers où chaque erreur aurait des conséquences bien plus vastes. Et tandis qu'elle regagnait la route, consciente que l'aube n'était plus très loin, Lorraine sentit que le véritable combat ne faisait que commencer. Le passage fut si brutal qu'il donna à Lorraine l'impression d'avoir été projetée hors de sa propre vie. En l'espace de quelques jours, son fils fut transféré dans une clinique dont elle n'avait jusque-là aperçu que les façades dans des magazines posés sur les tables basses des salles d'attente ordinaires. Ici, tout semblait différent. Les médecins parlaient avec assurance, non pour masquer l'incertitude, mais parce qu'ils avaient les moyens d'agir. Nat n'était plus présenté comme un dossier compliqué ou un problème à repousser dans le temps. Il était un enfant à soigner, et cela changeait tout. Lorsque la date de l'opération fut fixée, Lorraine sentit un poids se déplacer en elle. La peur n'avait pas disparu, mais elle avait cessé d'être paralysante. Pour la première fois, l'avenir cessait d'être une menace immédiate. Ce soulagement n'empêcha pas le vertige lorsqu'elle franchit les portes de la maison de Damien Crawford. La demeure n'avait rien de chaleureux. Elle était vaste, silencieuse, d'une perfection presque clinique. Les murs semblaient bien calculés, les volumes pensés pour impressionner plutôt que pour abriter des souvenirs. Lorraine avançait avec précaution, comme si chaque pas pouvait déranger un équilibre invisible. Elle avait vécu toute sa vie dans des espaces où chaque objet avait une fonction précise, où le moindre centimètre comptait. Ici, l'espace semblait infini, et cette abondance la mettait mal à l'aise. Elle comprit rapidement que cette maison n'était pas seulement un symbole de réussite, mais aussi celui d'une solitude construite à force de contrôle. Elle n'eut pas le temps de s'y habituer avant de rencontrer Madeleine Rose. Officiellement, elle était la fiancée de Crawford. Officieusement, elle incarnait tout ce que Lorraine n'était pas. Madeleine était élégante sans effort, sûre d'elle, habituée à être regardée et obéie. Son sourire était précis, mesuré, et son regard évalué en silence. En quelques secondes, Lorraine sut qu'elle avait été classée, rangée dans une catégorie qui ne lui laissait guère de place. Pour Madeleine, elle n'était pas une collaboratrice ou une invitée, mais une anomalie, une serveuse introduite par erreur dans un monde où les règles étaient écrites depuis longtemps. Lorraine ressentit cette hostilité muette avec une acuité presque douloureuse. Elle n'avait jamais cherché à s'imposer ni à rivaliser. Pourtant, sa simple présence suffisait à déranger un équilibre fragile. Elle comprit que, dans ce nouvel environnement, le danger ne viendrait pas seulement des chiffres ou des décisions, mais aussi des regards et des silences. Crawford, de son côté, ne fit aucun commentaire. Il se contenta de lui expliquer brièvement ses nouvelles fonctions, comme s'il s'agissait d'une évidence. Officiellement, elle serait formée comme assistante de direction. En réalité, il attendait d'elle qu'elle observe, qu'elle écoute, qu'elle remarque ce que les autres négligeaient. Lorraine s'adapta rapidement à ce rôle. Toute sa vie, elle avait appris à se rendre invisible pour survivre. Dans les salles bondées du restaurant, elle savait se fondre dans le décor tout en mémorisant les détails les plus infimes. Ici, elle utilisa cette compétence comme une arme.
Elle assistait aux réunions sans attirer l'attention, prenait des notes mentales sur les réactions, les hésitations, les mots choisis. Elle découvrit un monde où les sourires n'étaient jamais gratuits, où chaque compliment cachait une attente, et où chaque silence pouvait signifier une menace. Cette compréhension s'affina lors d'un gala de charité organisé dans un musée. L'événement réunissait investisseurs, membres du conseil d'administration, partenaires et concurrents. Tout semblait conçu pour afficher la générosité et la puissance. Lorraine se tenait légèrement en retrait, vêtue avec sobriété, observant les interactions comme elle l'aurait fait derrière un comptoir. Elle entendit des bribes de conversation évoquant un vote à venir, des tensions internes, un désir diffus de changement. Certains semblaient fatigués de la rigidité de Crawford, cherchant une figure plus malléable. Elle sentit alors que ces échanges n'étaient pas anodins. Ils dessinaient une lutte de pouvoir souterraine. Ce soir-là, son passé la rattrapa brutalement. Un invité la reconnut. Il ne se priva pas de le signaler à voix haute, rappelant le restaurant, la scène du pourboire, la serveuse devenue soudain invitée parmi l'élite. Les mots étaient polis, mais l'intention était cruelle. Lorraine sentit la chaleur lui monter au visage. Pendant une seconde, elle se retrouva de nouveau derrière son plateau, exposée, jugée. Elle se força à rester immobile, à ne pas répondre. Elle avait appris que la dignité pouvait parfois être un silence. Crawford intervint alors. Il se plaça à ses côtés, sans éclat ni emphase, mais suffisamment clairement pour que tous comprennent. Ce geste n'était pas une protection condescendante. C'était une reconnaissance. Lorraine vit les regards changer, l'incompréhension céder la place à une prudence nouvelle. Pour la première fois, elle n'était plus seulement la femme au passé modeste. Elle devenait une variable imprévisible dans un jeu trop bien réglé. Elle sentit la colère silencieuse de Madeleine et comprit que cette soirée avait marqué un tournant. Les jours suivants furent dominés par l'attente de l'opération de Nate. Lorsqu'elle eut lieu, Lorraine resta de longues heures dans le couloir, observant les allées et venues du personnel médical. Quand le médecin lui annonça que tout s'était bien passé, elle eut du mal à comprendre les mots. La vision de son fils respirant calmement, débarrassé pour la première fois de cette lutte invisible, resta gravée en elle. Ce moment aurait dû être celui du repos. Il ne le fut pas. Dans l'entreprise, la tension montait à mesure que le vote décisif approchait. Lorraine sentait autour d'elle une vigilance accrue, des échanges interrompus à son arrivée, des regards appuyés. Elle comprit que son statut restait fragile. Trop récente, trop différente, elle représentait une cible idéale. Elle ne dit rien, respectant la discipline exigée par Crawford, mais elle observa. Elle savait désormais que dans ce monde, l'erreur ne se pardonnait pas. Et tandis qu'elle contemplait son fils endormi, enfin apaisé, elle eut la certitude que la stabilité qu'elle venait d'entrevoir pouvait lui être arrachée à tout moment. Ce pressentiment, lourd et persistant, annonçait une chute imminente, et Lorraine se prépara intérieurement à l'affronter. Le coup porta avec une précision presque élégante. Il arriva au moment exact où Lorraine avait commencé à croire que le sol sous ses pieds était enfin stable. La veille du vote décisif, alors que l'entreprise retenait son souffle et que chaque couloir semblait chargé d'une tension invisible, on la convoqua sans explication. Le ton était neutre, administratif, presque banal. Pourtant, dès qu'elle entra dans la salle vitrée où l'attendaient plusieurs cadres et conseillers juridiques, elle comprit que quelque chose s'était brisé. On lui présenta des documents, des impressions, des relevés numériques, des connexions à des serveurs internes, des courriels transmis à une adresse liée à un concurrent direct, un transfert d'argent effectué vers un compte à son nom. Tout était ordonné, clair, cohérent, trop cohérent. Les preuves le formaient un récit impeccable, celui d'une employée récemment arrivée, opportunément placée, qui aurait profité de sa position pour vendre des informations sensibles. Lorraine sentit un froid lui parcourir l'échine. Elle comprenait la mécanique. Ce n'était pas une accusation improvisée, mais une construction patiente, pensée pour être crédible aux yeux de ceux qui voulaient y croire. Damien Crawford entra alors. Son visage était fermé, dur. Elle chercha dans son regard une hésitation, un doute, mais n'y trouva qu'une fatigue ancienne, celle de quelqu'un qui a trop souvent été trahi. Il ne cria pas. Il ne l'insulta pas. Il se contenta de regarder les documents, puis de la regarder elle, comme s'il évaluait un risque devenu trop grand. Sa décision fut rapide. Il ordonna qu'on lui retire immédiatement ses accès, qu'on lui fasse quitter la propriété,
qu'on mette fin à toute collaboration. La sentence tomba sans appel. Lorraine tenta de parler, de dire qu'il y avait une erreur, mais elle comprit en une seconde que ces mots n'avaient plus de poids. Dans ce monde, la version la plus pratique était toujours la plus acceptable. Quelques minutes plus tard, elle se retrouvait devant les grilles de la maison, ses affaires entassées dans des valises, la pluie froide s'abattant sur ses cheveux et son manteau. La scène lui parut étrangement familière. Elle pensa au restaurant, aux tickets tombés au sol, aux zéros exposés au regard. Une fois encore, on venait de la réduire à rien, de la renvoyer hors du cercle, comme si son passage n'avait été qu'une anomalie temporaire. La colère monta, mais elle fut rapidement remplacée par autre chose, de plus dense, de plus dangereux, une lucidité froide. Lorraine ne pleura pas longtemps. Elle n'en avait pas le temps. Son fils venait à peine de sortir d'hôpital, et son avenir dépendait encore de la stabilité qu'on venait de lui arracher. Elle comprit que si elle acceptait cette version des faits, elle serait détruite. Pas seulement professionnellement, mais humainement. Et elle comprit aussi ce que les autres avaient oublié. Les preuves numériques pouvaient être fabriquées. Les traces électroniques se manipulaient avec une facilité déconcertante. Ce qui comptait, ce qui résistait encore, c'était le monde réel. Les papiers, les objets, les corps qui se déplacent. Elle retourna là où tout avait commencé, non pas dans les bureaux étincelants, mais à la périphérie, auprès de ceux que personne ne regardait vraiment. Sur le terminal de stockage, elle retrouva un employé qu'elle avait croisé lors de sa première enquête. Un homme discret, sans histoire, dont les signatures sur les documents n'avaient jamais varié. Elle lui parla sans détour, sans se plaindre. Elle lui demanda seulement d'accéder aux archives physiques, aux vieux rapports, à ces dossiers poussiéreux que plus personne n'ouvrait parce qu'ils ne servaient plus à impressionner. C'est là que le fil apparut. Un reçu de service de messagerie, oublié dans une chemise jaunie. Une livraison effectuée des semaines avant la prétendue fuite numérique. Le nom de l'expéditrice y figurait clairement. Madeleine Rose. Le colis avait été remis à un cabinet juridique travaillant pour un concurrent, bien avant que l'on accuse Lorraine d'un quelconque transfert nocturne. Le plan se dessina alors avec une netteté implacable. Les données avaient été transmises physiquement, sur un support matériel, à l'abri des regards. Plus tard, on avait simulé une fuite électronique en utilisant l'identité de Lorraine, accompagnée d'un transfert d'argent soigneusement placé pour donner l'illusion d'un pot de vin. Lorraine poussa plus loin. Elle analysa les métadonnées du transfert bancaire. Le point d'autorisation ne correspondait pas à l'emplacement de Crawford ce soir-là. Il correspondait à un lieu où Madeleine se trouvait. La pièce manquante s'emboîta. Ce n'était plus une hypothèse, mais une structure complète. Elle n'avait plus qu'une chose à faire, se présenter là où on ne l'attendait plus. Le jour du vote, alors que le conseil d'administration s'apprêtait à sceller l'avenir de l'entreprise, Lorraine entra dans la tour de verre sans demander la permission. Elle traversa les couloirs sous des regards surpris, monta jusqu'à la salle de réunion et ouvrit la porte. Le silence qui suivit fut presque palpable. Elle posa les documents sur la table, un à un, sans colère ni supplication. Elle exposa les faits, simplement, avec cette précision qui avait toujours été sa force. Le reçu de livraison, la date, le destinataire, la correspondance avec les données internes, puis la localisation exacte de l'autorisation bancaire. Crawford examina les pièces devant tous. Il ne chercha pas à sauver les apparences. À mesure que la vérité se dévoilait, quelque chose se durcit dans son regard. Lorsque Madeleine tenta de parler, de détourner l'attention, sa voix se perdit dans l'évidence. Elle fut invitée à quitter la salle. La transaction fut suspendue. Le conseil resta figé, conscient d'avoir été témoin d'un renversement brutal. Après la réunion, Lorraine se leva pour partir. Elle n'était pas venue réclamer une place ou une revanche. Elle voulait seulement que son nom soit lavé, pour elle, pour son fils, pour ne pas rester à jamais cette coupable idéale. Crawford la retint. Cette fois, il ne parla pas comme un dirigeant, mais comme un homme contraint de reconnaître sa faute. Il expliqua enfin ce qu'il n'avait jamais dit. Le zéro laissé sur le ticket ce soir-là n'était pas un simple acte de cruauté. C'était sa manière maladroite de refuser de la payer comme une employée de service, de vouloir voir qui elle serait sans rien à gagner. Il admit que cette épreuve avait été injuste et qu'il avait payé cette erreur en perdant sa confiance trop vite. Lorraine l'écouta sans l'interrompre.
Elle n'oublia pas la pluie, ni les valises devant la grille, ni la facilité avec laquelle on l'avait sacrifiée. Mais elle comprit aussi qu'elle avait désormais un pouvoir qu'elle n'avait jamais eu auparavant, celui de choisir. Crawford lui proposa alors un poste qui dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Un rôle central, une responsabilité réelle, la mission de veiller à ce que la réalité ne soit plus jamais dissimulée derrière des chiffres arrangés. Elle accepta sans triomphalisme. Plus tard, un fonds fut créé pour aider les enfants atteints de maladies graves, non comme un geste de communication, mais comme une réparation silencieuse. Dans son bureau, parmi les contrats et les décisions, Lorraine conserva un objet banal, presque insignifiant. Le ticket de restaurant, avec ce zéro barré. Non comme une blessure, mais comme un rappel. Parfois, le zéro n'est pas la fin. Il est l'origine, le point exact à partir duquel une vie cesse de survivre pour commencer à se construire. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite. Laissez un like. C'est ainsi que vous soutenez cette vidéo et l'aidez à atteindre ceux qui en ont besoin. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et vos proches. Parfois, une seule histoire peut changer la décision de quelqu'un de ne pas abandonner. Et ne partez pas trop loin. De nouveaux récits vous attendent, où un seul détail fait tout basculer et où la fin vous oblige à revoir toute l'histoire. Écrivez dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez et ce que vous auriez fait à la place de l'héroïne.